Bonjour à tous et à toutes, et merci de nous rejoindre pour ce 5e, mais néanmoins premier Design System Meetup Nantes en ligne. Une formule qu'on voulait essayer depuis pas mal de temps. On espère qu'elle vous plaira, et on compte sur vous pour nous le dire, pour nous faire part de vos retours après l'événement, ou même pendant, puisque vous pouvez utiliser le chat sur YouTube. On est, on sera là pour recueillir vos questions pour les speakers juste après leur talk. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous, on fera de notre mieux pour rendre ça le plus interactif possible, modulo les aléas du direct et tout le reste. Ravi donc de vous recevoir tous pour ce Design System Nantes Meetup. Le Design System Meetup de Nantes, c'est d'abord une super équipe que je salue. Sarah, Loïc, Jean-Baptiste, Cyril, Monia, Thomas, Olwen, Thibaut et moi-même. Pour celles et ceux qui nous ont déjà croisés lors de meet-up précédents, on discute donc de design system, mais pas que. L'idée pour nous, c'était de créer un rendez-vous régulier, communautaire et informel. Et aujourd'hui aussi, c'est super informel. Vous allez voir, on vit ensemble ce premier live YouTube, adressé à toutes et à tous, les passionnés, les professionnels, les curieux, et puis aussi ceux qui sont juste entrés parce que le design system, ça sonne bien, et qu'ils ne savaient pas forcément de quoi ça parlait, mais on va voir ça ensemble. Et puis, quand on parle de design system, on parle forcément de tout ce qu'il y a autour. On va parler de tour à tour de design, de code, de collaboration entre des métiers très différents, la tech, la brand, le produit évidemment. Et puis, on va parler de tooling, on parle de process évidemment, de bonnes pratiques, de mauvaises pratiques aussi. Bref, plein de choses très intéressantes. Avant de rendre l'antenne à Thomas, notre premier speaker du jour, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur toutes ces plateformes. Ça en fait un paquet. Juste avant, on se disait qu'il fallait qu'on split cette slide en deux. On le fera pour la prochaine, promis. Voilà, si vous voulez être tenu au courant des prochains meet-up, venir nous voir en live, en gérer un os, à Nantes lors d'un prochain meet-up physique, ou bien juste ici, lors d'un prochain meet-up en ligne. Voilà pour l'annonce publicitaire de début de meeting. Thomas, c'est à toi pour le premier talk. Et bon meet-up à tous. Ok, merci beaucoup Julien. Je vais vous partager mon écran pour que je puisse afficher mes petites slides. Voilà, j'espère que ça marche bien. En principe, oui. Alors, je vais vous parler de design system pour l'email. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique, hein. C'est du design system dans du design system. Faut bien comprendre que ce design system emailing ne se substitue pas normalement au design system général. C'est quelque chose qui doit en faire partie. Mais pour ceux qui nous regardent, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'email. Si vous êtes ici, c'est que ça vous intéresse peut-être. L'email marketing est vraiment un domaine très particulier sur le design, comme sur le code, comme sur la délivrabilité, enfin sur plein de choses. Il y a des spécificités, des choses qu'on ne peut pas faire dans l'email, qu'on fait sur des sites ou sur le web. Donc du coup, ce design system propre à l'email est un système à part entière parce qu'il y a énormément de contraintes dues au design et au code qui ne va pas forcément être supporté sur tous les environnements d'ouverture. Donc là, ici, j'ai mis des petits tags humoristiques, façon de parler, pour Outlook. Voilà, petit clin d'œil à Outlook qui pose principalement problème sur Windows, donc le logiciel de messagerie Outlook, qui lui n'interprète pas plein de propriétés CSS, donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et l'idée de ce design system, c'est justement de recenser un peu, entre autres dans une documentation, ce qu'on va pouvoir faire ou pas pouvoir faire. Mais ce n'est pas que ça. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais avant de vous expliquer comment ça fonctionne, je veux déjà vous dire pourquoi on va faire un design system dans un design system emailing. L'idée, c'est de produire plus rapidement des emails. Donc, quand on a beaucoup d'emails à produire, c'est bien d'avoir un design system email. Ça aide à produire beaucoup plus d'emails et beaucoup plus régulièrement. C'est aussi, en deuxième point, d'assurer de la cohérence sur tous les emails qui vont être produits. Donc, de retrouver une identité cohérente sur les différentes typologies d'emails ou les différents emails promotionnels qui peuvent sortir. C'est de garantir une qualité de code et de design, encore plus sur le code, hein, parce qu'on va le voir après, on va tester
On va faire une phase de recettage où on va tester les différents organismes qui vont être produits pour être sûr qu'une fois qu'on va les assembler, ça va voilà, bien marcher partout. Ça va permettre un travail en équipe plus facilement, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir retrouver une documentation, tout le monde va pouvoir retrouver les composants qui vont créer ce design system email, et tout le monde va pouvoir l'utiliser. Ça va permettre de documenter aussi, donc ça c'est ce que je vous ai déjà dit un peu en introduction, hein, de dire ce qu'on peut faire, pas faire, et ça va dégager du temps pour innover, d'où le 6e point. Donc innover, ça peut être gagner du temps pour travailler sur la rédaction des textes et justement s'attacher un peu plus au rédactionnel. Ça va être aussi gagner du temps pour tester des nouvelles choses, faire des A/B tests, tester des modules un peu particuliers. Voilà, donc ça permet vraiment de dégager énormément de temps. Donc on retrouve les 5 points en dessous, hein, qualité, industrialisation, cohérence, collaboration, documentation. Donc ça, c'est le pourquoi on va créer un design system email. Pour qui? Ben, ça va être un peu pour tout le monde dans une équipe. Ça va être pour les designers, pour qu'ils aient un document de référence où ils vont pouvoir savoir ce qu'ils vont pouvoir produire en termes d'email. Ça va être pour les développeurs, pour les campaign managers, pour les chefs de projet. Voilà, donc ça va être vraiment quelque chose de général que tout le monde va pouvoir utiliser pour pouvoir savoir ce qu'il va pouvoir produire. Alors, comment ça marche un design system email? Eh ben, on va retrouver 3 grandes parties. On va retrouver des composants graphiques, donc des éléments qu'on va créer graphiquement, hein, d'accord, des maquettes de blocs, d'organismes, d'atomes, de molécules. Je vais m'attarder un peu plus sur cette partie-là après. On va retrouver des composants techniques, donc en fait, toute cette partie design qui aura été transférée ou transformée en code HTML et CSS, et que en code HTML et CSS, hein, c'est vraiment le propre à l'email, on ne peut utiliser que ce langage-là. Et ensuite, on va retrouver une documentation à côté qui va être encore à part et qui va reprendre un peu tous ces composants graphiques et ces composants techniques et qui va les documenter en disant ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, comment les utiliser, comment les superposer, voilà, comment les gérer. J'ai rajouté un 4e point qui est dans l'idéal une charte rédactionnelle. C'est quelque chose que toutes les sociétés ou toutes les marques n'ont pas forcément, mais c'est quelque chose qui permettra dans le design system email de savoir aussi quel type de contenu on peut rédiger, sur quel ton. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est encore un domaine un peu à part, mais dans l'idéal, si on peut avoir ça, pour l'intégrer au design system email, c'est encore mieux. Même si normalement, la charte rédactionnelle, elle devrait presque faire partie du design system général. Alors, pour les composants graphiques, on va travailler la plupart du temps sur la méthodologie de l'atomic design. Donc, en fait, on va se dire qu'on va créer des éléments très petits, qui sont des atomes. Ces éléments, on va les assembler pour faire des molécules. Les molécules, on va les assembler pour en faire des organismes. Avec les organismes, on va pouvoir avoir des templates email. Et depuis ces templates, on va pouvoir créer les emails. En fait, l'atomic design, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'email marketing. Ça, il faut bien le comprendre. Peut-être que dans toutes les personnes qui regardent aujourd'hui ce live, qui connaissent déjà ou ils ont déjà entendu parler de l'atomic design, c'est quelque chose de plus général qui a été développé expliqué par Brad Frost. Mais en fait, là, c'est transféré, c'est répliqué sur l'email marketing. Et donc, en fait, les atomes, tout simplement, ça va être par exemple, les couleurs qu'on va enregistrer, donc les couleurs propres à la marque, ça va être les styles de texte, ça va être les typos, ça va être des pictogrammes, des logos, des choses comme ça. Donc vraiment des éléments très petits. Et puis quand on va assembler, par exemple, une couleur avec un texte, avec des valeurs de coins arrondis, on va obtenir un bouton. Et un bouton, ça va être une molécule. Avec ce bouton et avec un titre, un texte et puis peut-être une image, je vais pouvoir créer un organisme, donc un bloc type dans un email où on va par exemple avoir titre, texte, CTA en dessous. Avec ces organismes que je vais cumuler les uns sous les autres, je vais obtenir mon template d'email par exemple promotionnel ou d'email relationnel ou d'email transactionnel, ainsi de suite. Donc en fait des emails factices, un modèle d'email factice selon la typologie d'email qu'on va produire. Et avec ces modèles, avec ces templates, selon les typologies, je vais pouvoir créer mes vrais emails au final. Et donc, j'ai mis entre parenthèses page parce que dans un atomic design, on parle de page à la fin et pas d'email. Mais là, vraiment, c'est l'email qu'on va produire à la fin et pas une page.
Donc, pour l'outil qu'on va utiliser, principalement, en tout cas que moi j'utilise à tous les coups pour créer mon design system email, enfin mes composants graphiques dans mon design system email, ça va être Figma. Parce que pour moi, Figma est particulièrement adapté non seulement au prototypage des emails, mais aussi parce qu'il est adapté à la conception des composants graphiques d'un design system email. Parce qu'on va pouvoir utiliser le système des composants dans Figma, le système des instances, le système des variables, alors locales ou les styles de texte. Donc, ça va être par exemple les variables de marge, de coin arrondi, de couleur, de texte. On va pouvoir utiliser une librairie, c'est-à-dire qu'à la fin, quand on aura produit ces composants graphiques de mon design system email, je vais pouvoir créer un autre fichier dans Figma dans lequel j'ai appelé ma librairie où tout est enregistré, et donc juste glisser, déposer des blocs et en changer les contenus. Et je vais pouvoir aussi utiliser l'auto-layout, qui est une fonctionnalité super pratique dans Figma quand on crée des emails, parce que voilà, l'email, comme je vous disais, il y a plein de contraintes graphiques, et l'auto-layout, ça permet justement d'éviter de faire en sorte, enfin d'éviter d'avoir par exemple de la superposition, des trucs comme ça, des choses qui ne sont pas forcément réalisables dans un email. Mais il y a aussi d'autres outils, donc je les ai mis en dessous. Il y a Balsamiq Wireframe qui va par exemple vous permettre justement de faire des wireframes au début du design system email, de la conception de votre design system email. Vous allez pouvoir faire des wireframes en essayant de lister un peu les blocs dont vous allez avoir besoin. Il y a aussi Sketch, il y a Adobe XD ou Framer. Voilà, chacun fait le choix qu'il veut, et Figma, je vous le recommande tout particulièrement. Ensuite, après les composants graphiques, on a les composants techniques. Donc, de la même façon que l'Atomic Design dans le design, on va aussi utiliser un peu cette façon de voir les choses dans le développement. Et donc, on va pouvoir développer là aussi des atomes, des molécules en HTML et en CSS qu'on va ensuite importer dans des organismes et qu'on va ensuite, avec tous ces organismes, les cumuler dans un template HTML. Cette phase de développement, forcément, elle va demander énormément de tests sur des plateformes d'email preview. Donc, alors, pour ceux qui connaissent, il y a Litmus ou Email on Acid, par exemple, pour les plus connus, qui vont vous permettre de voir si tout se passe correctement sur les différents environnements d'ouverture. Si en fait vos blocs s'affichent correctement, vos blocs, vos atomes, vos molécules s'affichent correctement sur les différents environnements d'ouverture. Les outils pour les composants techniques, je listerai principalement Adobe Dreamweaver, Parcel, Litmus ou Email on Acid, ça c'est pour les plateformes d'email preview, et Canal Email qui va vous permettre un peu de savoir ce que vous pouvez utiliser en balise HTML, en attribut HTML ou en propriété CSS. Je vais m'attarder rapidement sur Parcel, qui est vraiment un outil développé par Avi Goldman, qui est vraiment spécifique à l'email marketing, enfin au développement des emails, et qui permet justement de faire un peu ce système d'imbrication d'atomes dans des molécules et de molécules dans des organismes. Pour la documentation, donc la troisième partie, une fois qu'on a fait nos composants graphiques et nos composants techniques, alors je dis une fois qu'on a fait ça ou en même temps, on va donc faire une documentation avec des normes qui vont nous dire, enfin qui vont répondre qui vont donner des réponses aux questions pouvons-nous, devrions-nous, et s'il se passe ceci, ou alors et si je cumule ça et ça, et qui vont aussi expliquer la logique derrière les décisions de conception. Et dans cette documentation, on va aussi avoir des recommandations pour se permettre d'assurer une bonne combinaison des composants. Donc, pour la documentation, de manière générale, au niveau de la rédaction, il faut essayer de retenir qu'il faut faciliter la lecture de ces normes, parce qu'en fait, la documentation, il va falloir la comprendre facilement, elle va être accessible à beaucoup de monde. Donc, il faut essayer de faciliter la lecture, mettre des consignes simples et claires, utiliser des do and don't et des call-outs, donc en fait des petits blocs qui vont dire attention sur tel élément, faut faire gaffe à ça ou ça. Éviter des masses de texte trop longues à lire ou à comprendre, et n'hésitez pas à utiliser des visuels ou des captures d'écran, parce que voilà, un exemple visuel va plus parler que des longs paragraphes de texte. Et pour les outils pour la documentation, c'est très simple, je vous recommande un outil en particulier qui est 08, qui est sans doute la plateforme pour moi la plus pratique pour regrouper l'ensemble des informations du design system email. On va pouvoir dans 08, alors en plus c'est gratuit si on a un seul utilisateur et un seul style guide, ce qui est déjà une très bonne chose, mais on va pouvoir aussi relier un ou plusieurs documents, Figma, Sketch, Adobe XD. Une fois qu'on aura relié ces documents, on va pouvoir importer automatiquement des organismes, des atomes, des molécules, des styles de texte, des couleurs, tout enregistré dans Figma par exemple. Donc on va pouvoir les importer automatiquement dans 08 et les mettre en forme très facilement.
On va pouvoir insérer des morceaux de code HTML et CSS avec prévisualisation. Et puis, c'est super intuitif et c'est franchement simple d'utilisation. Donc, si vous avez besoin d'une plateforme 08, foncez dessus, c'est vraiment génial. Bien sûr, il y a aussi Zeppelin, InVision, Notion. Chacun a ses défauts, ses qualités, mais je trouve que 08 est sans doute l'outil le plus adapté. Et puis enfin, une fois qu'on a tous ces organismes, cette documentation, les composants techniques, les composants graphiques, il faut construire les emails. Et là, je fais une petite parenthèse d'autopromotion pour l'outil Le Patron. Donc, Le Patron, c'est un email builder qui a été développé chez Bad Sender et qui vous permet justement d'avoir un design system enregistré, on va dire, dans l'outil, dans l'email builder, et d'avoir des blocs que vous allez utiliser en drag and drop et où vous allez pouvoir juste changer les contenus, changer les visuels, moduler les différents éléments, les organismes, les mettre voilà, dans l'ordre que vous voulez, les supprimer, les dupliquer et exporter le code HTML final pour pouvoir ensuite l'importer dans votre ESP et envoyer votre email. Donc là, bon, je mets le numéro de téléphone si jamais vous avez besoin de plus de renseignements là-dessus, n'hésitez pas. Il faut savoir que bien sûr, ce design system email, il ne vit pas tout seul. Il faudra un responsable, un ou plusieurs responsables qui acceptent de le concevoir, le préparer, le documenter, le promouvoir dans les équipes, garantir son usage, donc former aussi les équipes. Donc voilà, ça c'est énormément de travail. Donc il faut essayer de trouver des responsables, des gens qui sont prêts à maintenir ce design system, à le mettre à jour et à le partager aux équipes. Donc ça, c'est toujours un peu difficile de trouver un volontaire, ou alors il faut le désigner, pour la personne, un ou plusieurs volontaires qui vont s'occuper de ce design system email et de sa documentation. Juste pour vous aiguiller un peu sur quand est-ce qu'il faut se décider, quand est-ce qu'il faut créer un design system email, voilà 5 points qui vous donnent des bonnes pistes. Si votre création d'email prend beaucoup de temps, si vous rencontrez beaucoup d'erreurs avant ou après envoi, si vous avez énormément d'intervenants dans le processus de la création des emails, si vous avez peu de temps pour produire les emails, parce qu'on sait que maintenant les délais sont de plus en plus courts, donc si vous n'avez pas beaucoup de temps, ça peut être un bon indicateur. Et si vous avez des disparités dans le style et le design des campagnes et des typologies d'emails que vous faites partir. Si vous rassemblez ou si vous cochez plusieurs de ces cases, c'est que vous avez besoin d'un design system email. Alors, on peut se dire, soit je crée un design system email dès le départ quand il n'y a rien d'existant, j'ai jamais fait d'email, donc on part d'une page blanche, c'est intéressant parce que du coup, on peut faire une veille concurrentielle, trouver des nouvelles idées et établir le design system email dans le design system général, ou alors on peut faire un design system email quand il y a des emails déjà existants, quand on a déjà envoyé une flopée de campagnes, et là aussi, il y a des avantages parce qu'on bénéficie d'un retour d'expérience, on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. On a déjà fait peut-être des A/B tests et donc on va pouvoir lister les blocs qui d'habitude fonctionnent bien, les mises en forme qui fonctionnent bien, ce qui a le plus de clics, ce qui a le plus de conversions. Et on va pouvoir lister tout ça et se dire, OK, mon design system email, il va s'appuyer sur cette liste de blocs que j'ai fait, mais on peut très bien en ajouter d'autres si jamais il y en a d'autres qui viennent en tête. On pourrait se dire que les inconvénients d'un design system email, c'est d'uniformiser un peu la création des emails et d'avoir toujours des designs identiques. En fait, il ne faut pas voir ça comme un point négatif, c'est quelque chose de rassurant pour vos destinataires. De voir qu'il y a une cohérence dans les emails qu'ils vont recevoir, une cohérence graphique, ça les rassure. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Mais aussi, le fait que vous vous dégagiez du temps parce que vous allez pouvoir produire des emails plus rapidement, avec une meilleure qualité, et ainsi de suite, ça va vous dégager du temps aussi pour trouver de nouvelles idées et faire de l'innovation, comme je le montrais en début de slide. Et donc, du coup, ça évite aussi l'uniformisation parce que vous allez pouvoir peut-être créer de nouvelles choses, des nouveaux blocs et travailler encore plus sur la charte rédactionnelle. Donc, non, il n'y aura pas d'uniformisation. Il y aura juste une cohérence avec d'autres choses qui vont pouvoir apparaître. Et rien ne vous empêche aussi de sortir un peu du design system email et d'apporter un peu d'originalité si besoin. Le coût, vous allez vous dire, forcément, il y a énormément de travail, donc ça va coûter très cher. Non, en fait, parce que si vous faites juste des emails sans vous poser la question d'un design system email, vous allez toujours être sur une courbe montante, c'est-à-dire que vous allez toujours payer une agence où vous allez toujours prendre du temps en interne pour créer vos emails, et ça sera toujours le même temps. Que la création du design system email, elle va prendre beaucoup de temps au début, mais ensuite, ça va être une courbe stable, et vous allez produire beaucoup plus rapidement. Donc, en fait, non, vous allez être plus rentable une fois que vous aurez créé votre design system email. Et la mise à jour, la mise à jour, c'est du travail, bien sûr. Il faut penser à le mettre à jour régulièrement, ce design system email et sa documentation.
mais c'est quelque chose qui se fait sans problème et ça permet aussi toujours de maintenir ce design system à jour et d'avoir une documentation fiable, voilà, un guide unique pour tout le monde. Donc voilà, retenez juste que, si on devait résumer tout ce que je viens de dire en quelques mots, le design system email, c'est votre source de vérité, c'est votre Bible pour créer toutes les campagnes email que vous allez devoir créer. Il est vraiment là comme un document de référence pour savoir ce que vous pouvez faire, ne pas faire, ce que vous pouvez utiliser, où est-ce que vous pouvez le trouver, où est-ce que c'est rangé, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça a été relativement clair. Je ne sais pas, Julien, s'il y a des questions ou s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat ou pas. Je n'ai pas vraiment regardé. Pas encore, mais j'ai justement dans ma poche une question de joker à te poser. Ouais, vas-y. Le public en délire écrit ses questions. Ouais. Et ça m'intéresse particulièrement. Déjà, merci, c'était super intéressant. Tu as parlé des contraintes qui sont liées au fait que tu travailles avec des clients email et que tu n'as pas accès, par exemple, à la magie que pourrait offrir un React ou des frameworks un peu au niveau comme ça. Est-ce que du coup, tu peux utiliser les outils de génération de code que propose Figma ou est-ce que les contraintes sont trop fortes et il faut du coup un processus de création de code qui soit séparé et fait par des experts, en tout cas des gens qui ont l'habitude de faire ça? Alors, je préconiserais toujours de passer par du code fait à la main plutôt que de passer par des générateurs de code qui vont soit te surcharger le code HTML inutilement, parce que des builders, comme j'en parlais tout à l'heure, il y en a plein sur le marché, mais en fait, ils essayent de prévoir tous les cas de figure, donc ils vont surcharger le code parce que justement, ils essayent de prévoir tous les cas de figure. Que d'avoir un code fait à la main, c'est vraiment ça qui est le plus propre, parce que c'est quelque chose qui va te générer un code light, le plus léger possible, pour aussi essayer de rester, par exemple, sous la barre des 102 kilooctets sur Gmail, qui va, lui, par exemple, tronquer un email quand on dépasse la barre des 102 kilooctets. Et aussi parce que je dis ça aussi parce que les générateurs de code ou les outils qui permettraient de transformer une maquette en code HTML, je pense par exemple à Photoshop qui pendant un temps, quand on faisait des tranches sur Photoshop, permettait sur un export automatique de créer tout un tableau imbriqué, enfin des tableaux imbriqués avec des cellules vides, des choses comme ça. Franchement, le code qui est généré derrière n'est pas optimal. Il y a des choses qui s'améliorent, mais c'est clairement loin d'être ce qu'il faut faire. Il vaut mieux rester sur le travail d'un expert parce que c'est vraiment le code HTML et CSS pour l'email, c'est vraiment une expertise. Très clair, merci. Je t'en prie. On a une première question de Loïc dans le chat qui nous demande quels sont selon toi des exemples, par exemple, de spécificités de conception de ce DS, de ce design system pour les emails? Alors, les exemples de spécificités de conception, ça va être, en fait, ça va pas être propre au design system email, mais dans l'email, par exemple, on a les images de fond qu'on va utiliser sur un site internet sans aucun problème. On va avoir une image de fond avec du texte HTML au-dessus. Dans un email, c'est beaucoup plus complexe. Si on veut que ça passe sur Outlook, il va falloir utiliser, en plus de l'HTML et du CSS, il va falloir utiliser du VML, qui est un langage, donc c'est VML pour Vector Markup Language, c'est un code propre à Microsoft Word, et qui permet en fait, parce que Microsoft Word est le logiciel de traitement de texte utilisé pour le moteur de rendu des emails sur Outlook, ça va permettre d'afficher ces images de fond sur Outlook. Et donc, le design system email, il est là justement pour dire attention, notre cible, c'est par exemple du B2B. Donc, est-ce que, voilà, si on veut utiliser des images de fond, il va falloir utiliser du VML ou pas. Mais en tout cas, il est là justement pour dire ce qu'on peut faire ou pas faire. Et il y a plein de problématiques de conception, de design dans l'email. Alors là, les images de fond, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais un truc plus concret ou plus simple, c'est les coins arrondis. Les coins arrondis, la propriété CSS border radius qui permet de faire des coins arrondis n'est pas supportée sur Outlook. Donc le design system et sa documentation vont être là pour dire attention, sur cette conception graphique des blocs email, on n'a pas mis de coins arrondis, on sort de la charte de notre marque parce que sur Outlook, les coins arrondis de toute façon ne sont pas supportés. Et donc, ça va expliquer, je sais pas, moi, je prends une marque qui fait d'habitude des boutons avec des coins arrondis ou entièrement arrondis, et ben là, on va avoir un truc un peu spécifique
parce que c'est pas supporté sur Outlook. Donc, on va avoir des coins carrés sur les boutons et on va expliquer dans cette documentation pourquoi on a fait ce choix-là. Merci pour ces exemples. Pas de souci. Une autre question de Florine. N'y a-t-il pas des limites à l'utilisation d'un DS email par des profils non design? En gros, comment ça marche une fois que tu es sorti de Figma? Et est-ce que tu as des conseils là-dessus? Ouais, très bonne question. Nous, on a fait l'expérience avec un client où en fait, tout le monde voulait rajouter des éléments, modifier des choses et tout directement sur Figma. Et justement, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de responsable. L'idée, c'est qu'il y ait une librairie ou un document de référence pour les composants graphiques sur Figma et que ce document ne soit accessible que par les responsables. Et s'il y a des idées d'optimisation, de mise à jour, d'update de certains éléments graphiques, alors il faut que ces idées soient remontées au responsable qui, lui, va les appliquer sur le document de référence sur Figma. Mais l'idée, c'est vraiment pas de laisser ça accessible à tout le monde, parce que sinon tout le monde va aller faire des conneries dessus. Désolé du mot, mais en gros, c'est ça. Tout le monde va aller bidouiller le Figma, et ça va péter tous les emails qui sont en cours de production depuis cette librairie. Donc vraiment, bloquez les accès, faites attention à ce que tout le monde ne puisse pas faire n'importe quoi, et laissez ça aux responsables. Alors, il peut y avoir des responsables que pour les composants graphiques, des responsables que pour les composants techniques, des responsables que pour la documentation, mais tout le monde n'y a pas accès, clairement. Ça marche, merci. On a encore un petit peu de temps pour prendre des questions pour Thomas. Moi, j'ai une petite question supplémentaire. Vas-y, Xavier, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses des librairies de composants tech comme React Email? Si tu connais, je sais pas. Alors, j'ai pas eu l'occasion de tester. Je t'avouerai que j'ai pas eu l'occasion de tester, surtout que moi, je suis de plus en plus chez Bad Sender, sorti de, parce que j'en ai pas parlé, mais donc je travaille pour l'agence email Bad Sender. Et je fais de moins en moins de production de dev d'email. Je suis de plus en plus attitré au design. Donc nous, on utilise Maisel pour produire plus facilement les emails. Les outils dont tu parles, j'ai pas eu l'occasion de tester, donc je me prononcerai pas dessus. Je fais juste, enfin, je dirais juste qu'il faut faire attention toujours au code qui peut être généré via ces outils-là, et que rien ne reste plus fiable que la production à la main pour s'assurer que tout est OK. Après, je ne sais pas, React Email, comment ça fonctionne et ce que ça te permet de générer. Est-ce que tu saurais m'en dire un peu plus par rapport à ça? Moi, j'ai testé là récemment sur une application que j'ai lancée. Ouais. Alors, j'ai pas regardé le code généré derrière, mais en gros, ça te fait des composants pour du paragraphe, pour faire ta structure OK. de l'emailing. Et du coup, tu peux faire en fait ton template avec des composants qui sont disponibles sur la librairie. OK. Écoute, il faudrait voir le code qui est généré, parce que moi, de ce que je vois, c'est que, enfin, la plupart du temps, de ce que je vois, c'est que soit le code généré est très lourd, ou alors il ne prend pas en compte certaines spécificités de certains environnements d'ouverture, ou soit les principes d'accessibilité ou les bonnes pratiques d'accessibilité ne sont pas respectés. Donc, tu vois, quand tu me parles de paragraphe, par exemple, est-ce qu'ils utilisent bien une balise P? Parce que donc les balises sémantiques, nous dans les emails, on essaie de les utiliser de plus en plus pour justement favoriser ou optimiser l'accessibilité des emails. Est-ce qu'ils utilisent bien une balise paragraphe? Est-ce que derrière ils pensent à mettre un margin 0, padding 0, parce que sur des environnements d'ouverture comme La Poste, si tu mets pas ces propriétés CSS en reset, il va te mettre des marges internes ou des marges externes par défaut. Donc voilà, c'est toutes ces conditions-là, ces petits critères-là qu'il faut vérifier avant de partir sur ce type d'outil. Alors bien sûr, j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas un expert en code HTML, CSS pour l'email chez lui, dans son agence ou dans sa société. Mais dans ces cas-là, mieux vaut sous-traiter ce travail pour être sûr que le travail soit bien fait par des experts. Ou alors essayer d'utiliser des outils en regardant le code généré et en vérifiant avec des guides à côté si le code généré est propre ou pas. Ouais, tu vois, je suis en train de regarder en même temps, vite fait. Ouais. Et effectivement, il y a bien des balises P avec les styles en inline dans le style. C'est déjà une bonne chose. Des tables aussi pour la structure. Ouais. Donc, c'est plutôt bon signe.
Cool. Merci pour ce petit tour d'outils. Je vous ai mis le lien vers la démo de React Email dans le chat pour ceux qui veulent aller voir après le meetup. Et je crois que tu as parlé de Maisel aussi. Ouais. Tu utilises Tailwind, c'est ça en dessous? Je suis incapable de te le dire. En fait, je suis sorti de la production technique des emails au moment où on est passé sur Maisel parce que j'avais de plus en plus de prod sur le design. Donc, j'ai pas pris le temps de creuser Maisel, même si je sais que nous, on produit chez Badsender des emails que depuis Maisel quasiment. Cool. Bah, c'est deux idées d'outils, je pense, à utiliser, qui ont l'air tous les deux très intéressants, avec des partis pris un peu différents. C'est super chouette. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de dire un grand merci virtuel à Thomas. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Et puis de laisser la place à Xavier. Ouais, j'ai arrêté le partage d'écran. Alors, je vais pouvoir partager mon écran également. Hop, on voit bien la fenêtre Figma. Ouais, tu peux y aller. Ok. Alors, donc bonjour à tous. Donc moi, Xavier Bellion, je fais exclusivement du design system. À la base, j'étais product designer. Et donc, je suis en freelance et en mission pour Pixis depuis pratiquement 2 ans. Pixis étant la filiale tech de Cdiscount, où donc j'interviens pour du B2B chez eux. Donc, je vais vous parler de design token. L'idée, c'est de voir un petit peu qui se cache derrière ce terme et comment en fait ça va aider à gérer la gestion d'un design system et surtout sa mise à jour. Alors, donc qu'est-ce qu'un design system? Une description assez simple, c'est qu'il s'agit en fait de décisions design qui vont être stockées sous un nom qui va être identifiable. Donc l'idée, ça va être de prendre une valeur quelconque et de lui donner un nom, un alias, qui sera facilement reconnaissable et qu'on pourra aussi retenir facilement pour s'en servir après. Ici, j'ai un petit exemple du nom d'une personne que peut-être certains connaissent, donc qui a un nom assez long, difficile à retenir. Donc, c'est Stéphanie Johann Angelina Germanotta. Et donc, ça va être la valeur de base qu'on va avoir. Ce nom, on va pouvoir le simplifier. Stéphanie Germanotta, qui est déjà plus facilement reconnaissable, plus facile à retenir. Et en fait, derrière ce nom, il y a un nom plus simple que tout le monde connaît certainement, qui est Lady Gaga. Donc, l'idée des design tokens, c'est un petit peu ça, c'est qu'on va avoir une valeur qui va être compliquée à retenir. On va la simplifier au fur et à mesure jusqu'à rentrer vraiment dans le contexte sur lequel on en a besoin. Pour prendre un exemple plus concret sur quelque chose qu'on connaît, ici, on a une couleur, un bleu, avec son code hexadécimal. Le code hexadécimal qui va être compliqué à retenir pour tout le monde. Et à l'usage, voilà, on ne va pas à chaque fois retaper le code hexadécimal quand on en a besoin. Donc pour ça, on va lui donner un premier niveau qui va être par exemple le Blue 500. Donc lui qui sera tout de suite plus facile à retenir. On sait que pour utiliser cette couleur, ce code hexadécimal, en fait, on va venir appeler ici Blue 500. Et ce Blue 500, on va pouvoir l'utiliser dans des contextes définis. Donc ici, par exemple, color BG button primary default. Donc là, on comprend ici tout de suite que c'est pour la couleur du background des boutons en primary. Et donc, ici, on a la valeur hexadécimale. On va avoir un premier niveau de token qui va être donc ce qu'on appelle les tokens primitives. Ensuite, on va avoir un autre niveau de token qui va être, par exemple, primary action. Donc, ça va être un token sémantique. Et enfin, on aura du coup son utilisation, par exemple, dans un composant. Donc ici, sur cet exemple-là, c'est color BG button primary default. Et donc, sur le bouton en primary et en défaut. Donc, pour identifier la couleur du background, on utilisera ce token-là. Alors, on va retrouver différents types de tokens. Là, on a vu l'exemple avec les couleurs, qui est un peu l'exemple le plus basique qu'on peut retrouver.
Mais on va aussi retrouver des tokens pour les dimensions. Par exemple, que ce soit pour de l'espacement, donc les spacing, pour du padding, donc les marges intérieures, ou les marges extérieures, donc le margin. Donc voilà, tous les types de dimensions, on va pouvoir en fait avoir des tokens donc spacing, des tokens margin, des tokens padding, etc. Pour tout ce qui est font, donc ça va être, on va avoir des tokens pour le font weight, des tokens pour le font size, des tokens pour la font family. Et donc, on va pouvoir comme ça paramétrer un petit peu tout l'usage dont on va avoir besoin. Donc, par exemple, pour avoir une font primary, derrière, ça va venir chercher les bonnes fontes. Ou un font base pour définir la taille de base dont on a besoin, qui est en général du 16 pixels par défaut. Mais on va avoir aussi d'autres types de tokens. Par exemple, on peut définir des chaînes de caractères. Ça va notamment être pratique pour tout ce qui est donc content et X-Writing, où en fait, on va venir définir un token pour du coup une phrase ou un label. Et en changeant ce token-là, selon le contexte, eh ben, on va venir pouvoir mettre à jour tous les éléments qui utilisent ce même token. Par exemple, si on a une modale qui alerte l'utilisateur qui risque de quitter le parcours sans avoir sauvegardé des infos, et en mettant à jour ce token-là, eh ben, ça va venir en fait mettre à jour du coup tous les composants qui utilisent cette chaîne de caractères. Donc, ce qui va simplifier grandement donc la mise à jour de ces composants. Il y a un micro. Ouais, j'y vais. Pardon. Bon. On va avoir des tokens de nombre aussi. Donc là, ça va particulièrement être utile, par exemple, pour tout ce qui est délai, mais pas seulement. Mais pour les délais, par exemple, pour définir le temps d'affichage ou d'une notification de type toast, ou le temps qu'elle va mettre à disparaître, par exemple. Donc aussi pour les courbes de Bézier, choses comme ça, pour spécifier tout ça. Donc on va pouvoir utiliser des tokens de nombre. Et pour les booléens, donc des valeurs si vraies ou faux, true ou false. Donc ça, c'est particulièrement utile aussi côté Figma avec les dernières mises à jour qu'il y a pu y avoir. Donc ils ont ajouté les variables et tout ce qui a été mis en place pour les prototypes. Donc on peut définir des booléens pour afficher ou masquer certains éléments. Donc ça, c'est particulièrement utile. Comment nommer ces design tokens? Donc, en général, la bonne pratique, c'est de commencer par le nom de ton design system. Donc ici, j'ai un exemple tout bête, MyDS. Ensuite, on va venir rajouter donc une catégorie. Donc, par exemple, si je veux pointer sur de la couleur, ça peut être du spacing ou autre, comme on voyait précédemment. On va venir indiquer sur quel élément on veut cibler. Donc là, ça va être du background. Ça pourrait être de la border, du texte. On va venir ensuite définir le composant qu'on veut. Donc ici, un button. Mais après, on pourrait avoir n'importe quel composant, un select, un accordéon ou autre. Son contexte, donc correspondant à la variante du composant. Ici, primary. Et son état. Donc, selon les composants, on va avoir des états. Par exemple, pour un composant qui nécessite de l'interaction comme un bouton, on va avoir du coup un état par défaut, un état over, focus, press et disable. Mais selon certains composants, on n'aura pas forcément besoin de ces états-là. Donc, on va venir aussi moduler selon les types de composants sur lesquels on veut cibler. Et c'est un point important que les tokens doivent être modulables. Il faut définir en fait sa propre structure par rapport à son besoin dans son design system. Comme on le voit ici, avec 3 exemples de différents design systems de sociétés connues, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins et la même façon d'écrire leur design system. Donc l'idée, ça va être de définir sa propre structure pour son design system et après de la respecter sur l'ensemble de ces tokens. Et c'est idéal pour le multi-branding, où donc si on a un design system avec différentes marques ou différents thèmes, ou également pour du light mode et du dark mode,
Donc ici, on a 3 palettes de blue. Donc on voit ici le blue avec un thème A, thème B et thème C. Et en fait, du coup, sur les thèmes les palettes de chaque thème, on va avoir le même nom de token. Par exemple, ici, que ce soit thème A, thème B ou thème C, on aura Blue 500 à chaque fois. Blue 100, Blue 100, Blue 100, etc. Donc l'idée, c'est pour différents thèmes, on va avoir le même nom de token. Et donc ici, j'ai l'exemple avec donc 3 couleurs, donc 3 codes hexadécimales différents, correspondant chacun à un thème. Et donc, ce que je disais, on va avoir le même nom de token, donc que ce soit thème A, Blue 500, thème B, Blue 500 ou thème C, Blue 500. Et ça va venir appliquer du coup la valeur correspondante. Par exemple, ici, on a le thème actif qui est sur le thème A, donc avec le token mail DS thème A Blue 500. Et en fait, si on venait changer le thème, alors je crois que ça frise un petit peu. Ok, thème B. Donc, on vient changer juste le thème. Donc ici, on voit que sur le token, c'est juste le nom du thème qui a changé. Et ça met à jour tout de suite la couleur. Ici, donc on pourrait avoir d'autres tokens pour ce composant-là. Par exemple, ici, on va aussi définir des radius. Donc c'est là où je vous disais que c'est l'ensemble des décisions design. Là, on n'est pas juste sur la couleur. Donc pour un même composant, on va définir la couleur et le radius. Et en mettant à jour du coup notre thème, eh ben, on va garder le même token, que ce soit pour le radius ou pour la couleur. Et ça va venir en fait mettre à jour les styles du composant. Et donc, tout se joue sur des histoires de référence. Donc, quand on va faire des design tokens, on va faire à chaque fois référence à une autre valeur. Par exemple, le Blue 500, ici, il fera référence à ce code hexadécimal. Ici, je vais avoir un token du coup qui va s'appeler par exemple Surface Primary Default, qui lui fera référence au Blue 500. Donc à chaque fois, un token fait référence à une autre valeur. Donc ici, ce token-là fait référence en fait à un autre token. Et on va comme ça et aller ainsi de suite. Donc ici, le token color BG button primary default, lui, donc fera référence à Surface Primary Default, qui lui fera référence à Blue 500. Et Blue 500, donc, il fait référence à la couleur avec son code hexadécimal. Et donc, tout l'ensemble de nos composants vont pouvoir utiliser ces tokens-là. Donc ici, on a pour le bouton primaire, par exemple, donc on va utiliser le background donc avec Primary Default. Et on va avoir la même chose, par exemple, pour le bouton secondaire, où là, si on a juste une bordure, et ben, au lieu d'avoir background, ici, on aura border, mais qui fera toujours référence donc à Surface Primary Default. Et donc l'avantage d'avoir ce système de tokens en différents niveaux, c'est que si on fait une mise à jour, et ben la mise à jour va s'appliquer partout. Typiquement, ici, si je mets la mise à jour au niveau de mon Blue 500, donc je change la référence avec le code hexadécimal, et ben on voit donc ce token-là, la couleur va changer, mais également tous ceux qui y font référence, et donc on agit directement sur l'ensemble des composants qui vont utiliser justement ces références. Donc là, on modifie une fois le Blue 500 avec le code hexadécimal et ça va se répertorier partout. Ce qui permet donc de faire une mise à jour globale sur, par exemple, sur un thème ou sur tout un design system. Et autre exemple, si on veut garder ce Blue 500, on ne veut pas changer sa référence à lui, mais uniquement, par exemple, changer la surface Primary Default, qui ne fasse plus référence à Blue 500, mais par exemple, on se dit, il doit finalement faire référence à Purple 500, et donc le Blue 500 ne va pas changer, mais on va avoir une autre palette Purple, et donc Surface Primary Default, ce sera plus du Blue, ce sera du Purple. Et là, donc, le token color BG button primary default va être automatiquement modifié.
mis à jour, et ainsi les composants ont tous été mis à jour également d'un coup. Et pour finir, j'ai un petit exemple dans Figma. Donc ici, par exemple, j'ai ma palette de Blue. Donc ils vont chacun avoir le nom. Donc je vais avoir le groupe qui va s'appeler Blue et 500, 100, 200, etc. Avec chacun un thème. Donc le nom du thème A, thème B, thème C. Ça pourrait être juste du light ou du dark, par exemple. Et donc on voit, donc ils ont tous le même nom. La couleur hexadécimale correspondante. Donc ici, c'est la référence. Et pour reprendre l'exemple que je montrais juste avant, donc au niveau de la surface, par exemple, on peut avoir surface default, surface over, surface focus. Et en fait, ils vont tous faire référence. Donc, les 3 surfaces default, ils feront référence en fait à chaque fois à Blue 500. Le over, par exemple, à Blue 600, et ainsi de suite. Et comme ça, en fait, quand on va mettre à jour des éléments, et ben, ça va les mettre à jour partout. Et le fait de s'assurer que toutes les surfaces default, par exemple, font référence à un Blue 500, et ben, c'est ce qui va permettre en fait, de mettre à jour juste uniquement le thème, et la couleur va changer automatiquement. On aura toujours donc cette référence avec le bon bleu et le bon token qui restera toujours Blue 500. Donc voilà pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Merci Xavier. J'avais dans mon autre poche une question de joker, le temps que la foule en délire écrive ses questions. Pour l'anecdote, chez Doctolib, on est en train d'implémenter nos design tokens, donc je suis super content de voir que tu en parles aujourd'hui, et je pense qu'on est nombreux à regarder aujourd'hui la vidéo et être dans ce cas-là. Est-ce que tu as des conseils, en particulier pour les gens qui ont déjà un design system et veulent investir dans les tokens, ou des conseils ou des retours d'expérience? Comment on fait pour que ça se passe le mieux possible de mettre en place ces tokens après coup? Alors déjà, premier conseil que je donnerais, c'est d'avoir une très bonne communication entre design et dev, parce que c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais c'est quand même un point très technique aussi. Et les tokens qu'on va définir en tant que... Si c'est le designer qui définit les tokens, bah, pour la technique, il faut qu'ils aient aussi les mêmes noms de ces tokens-là. Donc, il faut aussi qu'ils soient capables d'implémenter ces tokens-là, et ça peut l'être ou non selon aussi les librairies ou frameworks qui sont utilisés. Pour ça, d'ailleurs, pour le dev, il y a une librairie qui est Style Dictionary, qui permet en fait à partir d'un fichier JSON de transformer en fait des tokens sur les différentes plateformes, que ce soit du web, du mobile, donc iOS, Android, aussi pour des supports télé. Enfin voilà, c'est une librairie, c'est un peu la référence pour là-dessus. Mais donc déjà, c'est vraiment de partager ça entre design et dev pour s'assurer justement qu'on ait le même langage, parce que de toute façon, à la fin, il faudra que ce soit ce même langage. Et si on a déjà du coup des styles qui sont définis, moi ce que je conseillerais, c'est déjà de tout mettre à plat, de s'assurer sur les composants qu'on n'a pas d'incohérence, et ensuite de créer comme ça toutes ces palettes, comme on voit ici en fait, avant même de les implémenter sur les composants. Mais vraiment d'abord tout définir. Et après, moi, parce qu'on avait eu ce cas-là aussi, hein, le design system, on l'avait avant de mettre en place des tokens. Et après, il faut y aller progressivement, surtout si on a un design system assez gros, parce que voilà, ça peut avoir aussi de l'impact sur l'ensemble des composants. Donc, par exemple, déjà commencer par un bouton de mettre à jour les tokens dessus. Un bouton qui est quand même un des éléments utilisés un petit peu partout en général sur un design system. Et là, déjà, rien qu'en le faisant sur les boutons, on va voir déjà est-ce qu'il y a de l'impact, des choses qui cassent sur certains composants ou pas. Mais ça va aussi permettre d'identifier certaines incohérences. En tout cas, moi, ça m'a permis de voir, par exemple, entre un état disable, entre un bouton et un autre élément, on n'utilisait pas forcément exactement les mêmes couleurs. Et donc voilà, ça permet aussi de s'assurer en y allant progressivement et de corriger le tir s'il y a des écarts comme ça.
Ok, merci des conseils. Effectivement, ça soulève un peu la question de la qualité interne du design system lorsqu'on applique tout ça. On avait une question de Sarah qui nous demandait si finalement c'est pas une usine à gaz tout ça à appliquer lorsque tu conçois les maquettes, ou particulièrement quand les tokens vont très profond. Et si je comprends bien ta question, Sarah, quand ils vont, quand leur nom est très long et porte beaucoup de sens. C'est pour ça que c'est important de vraiment définir une structure et de bien la réfléchir, la structure qu'on va donner. Et l'usine à gaz, c'est un peu au moment de la réflexion, en fait, quand on va concevoir tous ces tokens-là. Ça prend du temps et ça demande vraiment une grosse réflexion au départ. Par contre, à l'usage, moi, j'ai quand même le sentiment que ça simplifie beaucoup de choses. Parce que, par exemple, moi, j'aime bien prendre le terme le niveau de surface, donc qui va être utilisé pour du background ou de la border ou autre. Ça peut être du texte également. Et on va venir faire ces références-là. Et en fait, du coup, ça simplifie les choses au final, parce qu'après, on va savoir que, par exemple, tous les éléments qui vont prendre la couleur primaire en over, et ben, on va savoir qu'il faut faire référence en fait à surface over. Et on va justement beaucoup moins se poser de questions après à l'usage. Ok, donc tu conseillerais d'investir dans vraiment une nomenclature qui permet d'aller plus vite et de s'y retrouver. Ouais. Après, il y a un temps d'adoption parce que c'est une nouvelle façon de travailler et de penser les éléments. Mais une fois que c'est adopté, on gagne vraiment en qualité. Trop chouette. Une question de Guillaume qui se demande s'il existe des outils pour documenter ces design tokens. Alors, il y a des outils de documentation de design system. Il y a les plus connus qui sont Zero Eight et Supernova. Moi, je trouve que Zero Eight, ils sont un petit peu en retard là-dessus. Supernova, je sais qu'ils font des choses dessus qui permettent de se brancher directement sur Figma, notamment avec le plugin Token Studio, si certains l'utilisent. Token Studio, donc c'était un plugin qui permettait justement de faire ces références-là avant l'arrivée des variables dans Figma. Mais bon, c'est un peu aussi l'usine à gaz, ce plugin. Faut un peu du temps pour le prendre en main, je trouve. Et je suis tombé récemment, alors là, j'ai pas le lien sous les yeux, sur un outil qui est en bêta, qui permet en fait de documenter uniquement des design tokens. Je retrouverai le lien. Mais moi, je l'ai testé et j'ai trouvé ça un petit peu buggé pour l'instant. Donc, de toute façon, je le recommanderais pas dans l'état. Mais sinon, voilà, ça va être sur les outils de documentation, quoi. Ok. Je connaissais pas Supernova. Je vous ai mis le lien dans le chat. Je pense que j'irai voir ça cet après-midi. Très intéressant. Et peut-être une question complémentaire à celle-ci. Aujourd'hui, tous les types de tokens que tu nous as présentés sont supportés dans Figma, ou est-ce qu'il y a encore des limitations? Les tokens de typo, ils y sont pas encore. Ok. Moi, sur ce que je fais justement chez Pixis, c'est un peu un manque justement parce que donc c'est du multi-winding et sur un des thèmes, on a une fonte différente. Donc là, on est un petit peu bloqué pour l'instant à ce niveau-là, mais je sais que c'est dans les tuyaux chez Figma. En tout cas, j'ai entendu parler de ça, donc j'espère que ça va venir quand même assez vite. Trop cool, merci. Et le support natif dans Figma est assez récent, c'est ça, par rapport à Figma Studio qui est prévu, Ouais, ils ont sorti ça cet été, la mise à jour des variables. les variables. Donc c'est encore nouveau et ce qu'on va pouvoir faire va dépendre aussi du niveau de licence. Par exemple, pour avoir plus de 2 thèmes, donc des thèmes comme j'ai ici, je crois que c'est à partir de la licence organisation pour en avoir plus de 2. Donc voilà, si on a juste une licence pro par exemple, on va pouvoir faire moins de choses. J'imagine que ça suffit pour Light and Dark, comme tu Ouais, disais, c'est ça. pour aller plus loin. Ok. Super intéressant. Moi j'utilise Figma aussi, donc les questions m'intéressaient, mais si vous utilisez dans le chat un autre outil, j'imagine qu'il y a les équivalents qui existent sur Zeppelin ou ailleurs. N'hésitez pas à nous le raconter.
On a encore le temps pour prendre quelques questions pour Xavier. Je laisse le temps au clavier de se remettre en ordre. Et dans tous les cas, je vous invite à continuer les échanges sur les internets avec Thomas, avec Xavier, sur les sujets qu'ils nous ont présentés aujourd'hui, avec nous aussi, pour un prochain meet-up, ici dans les internets ou dans la vraie vie à Nantes. Et comme dit Guillaume dans le chat, merci beaucoup Xavier, merci encore Thomas pour ton talk juste avant. Merci à tous de nous avoir suivis. Pas merci à Jitsi pour le problème technique. Et nous, on a plein de choses à améliorer pour la prochaine fois. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, Xavier, Thomas et le reste des gens qui sont avec nous dans le chat. Très bien, ouais. Trop cool. Et on travaillera avec de la glu pour recoller les 2 morceaux de la VOD, la partager sur tous nos réseaux, vous la partagez à vous aussi, Xavier et Thomas. Et puis, voilà, cette fois-ci, j'ai assez comblé. Je vous dis merci une dernière fois à tous. Et à la prochaine. Bon après-midi. Merci. Salut, salut. Salut.